Mercredi 15 juin 2016. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Le président de la République de l'Inde a entamé depuis hier une visite officielle de 48 heures en Côte d'Ivoire. Pranab Mukherjee est arrivé en terre ivoirienne en milieu de matinée. Il était donc à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny aux environs de 12 heures où il a été accueilli par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Le récit de Viviane Aïma. La République de l'Inde veut intensifier ses relations avec la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'avait déclaré le nouvel ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire, son Excellence Raghutahali Ravindra, lors de la présentation il y a moins d'un mois de ses lettres de créance au président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel. Cet objectif annoncé du gouvernement indien est en train de se matérialiser par cette visite officielle en Côte d'Ivoire ce mardi 14 juin du président de la République de ce pays, son Excellence Pranab Mukherjee. Arrivé aux environs de 12h45 à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët, il a été accueilli par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Depuis l'établissement des relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et l'Inde en novembre 1962, c'est la première fois qu'une personnalité indienne de si haut rang visite la Côte d'Ivoire. Auparavant, il y a eu des visites en Côte d'Ivoire de délégations ministérielles ainsi que diverses missions économiques. Le choix de la Côte d'Ivoire au cours de cette tournée africaine du président de la République de l'Inde, Pranab Mukherjee, peut être mis à l'actif des efforts du président de la République Alassane Ouattara, qui ont permis de repositionner la Côte d'Ivoire au plan international et la rendre désormais plus attractive au plan économique. Il est incontestable que cette visite officielle du président de la République indienne va renforcer la coopération entre son pays et la Côte d'Ivoire. Malgré la pluie incessante depuis les premières heures de la matinée, hormis la présence des personnalités officielles, le peuple ivoirien dans son ensemble était aussi représenté dans la cour du pavillon présidentiel à travers ses chefs coutumiers, ses autorités religieuses et divers groupes de personnes pour souhaiter Akouaba à l'illustre hôte de la Côte d'Ivoire. Voilà, l'Inde et la Côte d'Ivoire qui entendent approfondir leurs relations. Cette visite officielle sera donc ponctuée par la signature de plusieurs accords. On en parle avec Jérôme Kofi Abola. L'Inde et la Côte d'Ivoire, deux pays décidés à ne pas être l'un sans l'autre en matière de développement. En témoigne la cérémonie de signature d'accords de coopération bilatérale ce mardi 14 juin 2016 au palais présidentiel à la faveur de la visite officielle de 48 heures du président indien en Côte d'Ivoire. Il s'agit précisément d'accords de siège en faveur de la représentation de la Banque indienne d'export-import Exim Bank India en Côte d'Ivoire. Outre cette cérémonie de signature, il y a eu l'entretien en tête-à-tête entre les deux présidents élargi aux différentes délégations, ce qui a constitué sans plus ni moins l'occasion pour les présidents indiens et ivoiriens d'accorder leur violon sur l'essentiel, c'est-à-dire leur engagement à œuvrer au renforcement des relations entre les deux pays. Voilà, et le président de l'Inde, dès son arrivée, s'est prêté aux questions de la RTI. Il est revenu sur les relations, vous le verrez en image, de coopération existant entre l'Inde et la Côte d'Ivoire, ainsi que les perspectives. Selon Pranab Mukherjee, sa visite en terre ivoirienne est un signal fort, vu que l'Inde entend renforcer ses relations avec la Côte d'Ivoire, notamment dans les domaines de la technologie et en matière d'échanges commerciaux. Notez que l'interview a été réalisée par Brou Aka Pascal et vous sera proposée demain dès 20h50 sur RTI 1. L'actualité, c'est aussi le démarrage aujourd'hui des oraux du BEPC. La série des examens de fin d'année a donc ainsi démarré et ce sont les tout-petits qui ont démarré donc hier avec le CEPE, le certificat d'études primaires élémentaires. Près de 420 000 candidats étaient aux prises avec les matières imposées, notamment l'exploitation de tests et les mathématiques.
Et ce sont ceux de Bouna que la ministre de l'Éducation nationale a décidé de visiter à l'occasion. 3078 candidats à l'assaut du CEPE à Bouna. Ces candidats issus des différents établissements scolaires de la commune et des villages environnants composent pour la première fois pour l'obtention d'un diplôme scolaire. Les visages crispés, mais ils se disent confiants. J'ai fait le sujet de l'exploitation du test. Ça parle de l'enfant de la rue. Je pense que je peux avoir mon moyen parce que je connais un peu. Plus d'1 million de candidats composent pour l'obtention du CEPE en Côte d'Ivoire. Et pour le lancement des examens à grand tirage session 2016, c'est Bouna, le chef-lieu de la région du Bunkani, qui a été choisi. Nous sommes à Bouna pour 2 raisons. La première, il y a quelques semaines de cela, cette région a connu des moments difficiles. La deuxième raison, la région du Bunkani faisait partie des régions qui avaient un faible taux de scolarisation. Depuis quelques années, nous avons des résultats satisfaisants. Kandia Kamara a donc sillonné les 4 centres de composition de la commune. Outre les candidats officiels, l'on a pu remarquer la présence de candidats libres issus des centres d'alphabétisation, comme ce monsieur et son épouse venus composer. Bon, avec les encouragements du président de la République, qui a même demandé aux hommes âgés, aux femmes âgées, de faire l'alphabétisation. Et pourquoi moi qui ai fait les bancs, il y a peut-être 25 ans de cela aujourd'hui, pourquoi ne pas réessayer d'obtenir le CFE et peut-être Dieu m'ouvrira les portes pour l'avenir, pour un bon futur. Il y a même mon fils qui compose aujourd'hui même à Téini. Le courage de ce couple est salué par la ministre de l'Éducation nationale qui encourage d'autres personnes à leur emboîter le pas. Comme il est de coutume à l'entame des examens scolaires, la ministre de l'Éducation nationale a remis des véhicules neufs à certains de ses collaborateurs pour mener à bien leur mission. Ainsi, le directeur régional de l'Éducation nationale de Bouna et les inspecteurs des IEP de Transua et Kwasi Datekro ont reçu chacun un véhicule. Ce sont en tout 24 véhicules d'un coût global de 634 millions de francs CFA qui seront remis à certains directeurs régionaux et inspecteurs de l'enseignement primaire. L'étape de Bouna terminée, la ministre de l'Éducation nationale s'est rendue également à Bondoukou où elle a visité quelques centres de composition. Les donneurs de sang étaient à l'honneur hier à l'occasion de la journée du 14 juin, journée qui leur est dédiée chaque année. C'est une journée hommage à ces personnes qui donnent de leur sang pour sauver des vies, mais également une journée de sensibilisation du grand public sur l'intérêt de cette action. Ami Sissoko. Trècheville, Centre national de transfusion sanguine. Tôt ce matin, Désiré et Adeline sont venus donner de leur sang, ce liquide précieux à la survie de certains malades. J'ai eu un camarade qui a manqué le sang. Aux environs de 22 heures, on a couru dans tous les CHU. On dit qu'il faut forcément donner le sang. Bon, il n'y avait pas son correspondant de sang. Donc c'est ce qui m'a poussé à donner mon sang. J'ai commencé à donner le sang maintenant parce que vraiment j'ai vu des enfants, des malades souffrir dans les hôpitaux. Je fais le don pour sauver des vies. Pour multiplier ce geste salvateur, des campagnes de sensibilisation sont menées. Malgré tout, de nombreuses vies restent encore à sauver, tout simplement parce que le sang donné s'avère insuffisant. On a pu avoir une poche, on dit, sang concentré. Monsieur demande total, donc on a pu avoir le concentré. Le concentré est fini et depuis là on demande encore des poches de sang. Jusqu'à présent on n'a pas encore de sang. Par jour on peut... Ça dépend, mais minimum 25, mais on peut aller jusqu'à 50-60. Aujourd'hui, actuellement, je suis à une dizaine de poches. Les besoins en sang en Côte d'Ivoire sont évalués à 250 000 poches par an. Actuellement, le sang donné est de 155 000, donc un déficit de 95 000 poches. Aujourd'hui, si la Côte d'Ivoire a gagné la bataille du sang propre, ce qu'on appelle le sang sécurisé, il n'en est pas de même pour l'autosuffisance en produits sanguins, malheureusement. Pour qu'un pays soit autosuffisant en produits sanguins, il faut que 1 à 3% de sa population donne du sang. Afin de lutter contre la pénurie de sang, l'OMS exhorte les pays à la mise en place d'un plan d'activité en vue d'avoir du sang sécurisé en permanence et renforcer la sensibilisation sur le don du sang. D'où l'instauration de la Journée mondiale du don de sang ou Journée mondiale des donneurs de sang. Elle est célébrée le 14 juin. Et la thématique de cette année se penche sur le sang, un lien universel. 60 à 70% de la production nationale du sang viennent des jeunes de 18 à 35 ans.
Aujourd'hui, ceux-là vont aller en vacances. La Côte d'Ivoire a besoin de sang. Le sang manque en Côte d'Ivoire parce que les populations ne sont pas mobilisées. Il faut que désormais nous nous levions comme un seul homme pour attaquer nos banques de sang afin qu'elles soient suffisamment approvisionnées en sang pour que demain, personne ne perde la vie parce que nous avons été indifférents. Malgré le progrès de la médecine, le sang n'a pas encore trouvé de substitut, d'où l'intérêt de donner son sang pour sauver des vies. Et on reste dans le domaine de la santé, cette fois hors de la Côte d'Ivoire. La justice guinéenne a prononcé lundi dernier 2 peines de prison ferme de 5 ans et de 18 mois contre un membre de la coordination nationale de lutte contre Ebola et un employé du ministère de la Santé. Tous deux sont accusés d'avoir détourné environ 40 millions de francs CFA. Ces fonds étaient destinés à la lutte contre le virus Ebola dans le pays. Une partie des fonds liés au virus Ebola en Guinée a-t-elle été illégalement gérée par la Coordination nationale de lutte contre l'épidémie? L'accusation d'un détournement de fonds est fondée et tranchée par la justice guinéenne. 18 mois et 5 ans de prison ferme requis respectivement contre un membre de cette coordination, principal accusé et un employé du ministère de la Santé. Cette décision du procureur fait suite à la plainte déposée par la Fédération des guérisseurs traditionnels de Guinée contre la coordination en 2015. 529 millions de francs guinéens, soit environ 40 millions de francs CFA. C'est la somme qui avait été octroyée par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, pour former les praticiens sur les dangers liés au virus Ebola. Mais le projet n'a ni vu le jour, ni laissé de traces des fonds. La défense, face à cette accusation de détournement, soutient qu'aucun représentant de l'OMS n'a été entendu. Pourtant, c'est la seule institution capable de fournir les factures et justifier le financement. À l'instar de la Guinée, la Sierra Leone est aussi indexée dans un rapport d'audit qui révèle que plusieurs millions de dollars destinés à la lutte anti-Ebola ont été dépensés dans le flou total. Voilà, c'est un reportage de Salimatou Dia commenté par Hamza Diaby. Un homme se réclamant du groupe État islamique a revendiqué lundi soir, près de Paris, le meurtre d'un policier avant de se retrancher dans le domicile de sa victime. Sa compagne a également été retrouvée morte, elle, après que l'homme ait été abattu. Le meurtrier présumé était un jeune homme de 25 ans. Et Hamza Diaby et Kader Ouattara nous en parlent. Un combattant de l'organisation de l'État islamique frappe à nouveau la France. Larossi Abala, 25 ans, tue à coups de couteau un commandant de police de 42 ans, puis se retranche ensuite au domicile de sa victime avant d'être neutralisé par le raid après avoir pris en otage la femme et l'enfant de 3 ans du policier. Plus tard, en entrant dans le domicile du couple, les forces de l'ordre découvrent le corps sans vie de la femme et retrouvent visiblement choqué mais indemne le fils du couple. Quelques heures après, le groupe État islamique revendique l'attentat. Le parquet antiterroriste français s'est d'ores et déjà saisi de l'enquête. Les enquêteurs se sont attachés d'ores et déjà à faire un certain nombre d'investigations et surtout des constatations qui leur ont permis notamment de saisir à l'intérieur du pavillon une liste de cibles mentionnant des personnalités ou des professions, rappeurs, journalistes, policiers ou personnalités publiques. Ce qui nous importe à nous tous, au sein de l'appareil d'État, à la fois à la chancellerie et au ministère de l'Intérieur, c'est que nous puissions faire avancer cette enquête de manière à mettre hors d'état de nuire d'éventuels complices. Une réunion de crise a eu lieu ce mardi à l'Élysée. Le niveau de vigilance a été relevé à son niveau maximal. Déjà, 3 proches du tueur sont en garde à vue. Cet énième attentat survient 2 jours après celui d'Orlando aux États-Unis, qui a causé la mort de 49 personnes et fait 53 blessés. Et notez que 3 suspects ont été interpellés et mis en garde à vue dans le cadre donc de cette enquête. Et pour être complet, notez également que le port d'armes est maintenu désormais en France pour les policiers, ce même en dehors de leur service. Merci de nous avoir suivis. RTI